Allez donc, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir un thème, qui, un peu particulier, donc c'est celui de l'éco-conduite. Alors l'éco-conduite, tu as une petite introduction à dire en particulier ou pas Bah, tellement? déjà bonjour à tous. Heu, pour faire une petite intro, c'est un thème qui est assez important. Alors le jour de l'examen, c'est pas beaucoup de points sur votre examen du permis de conduire, mais c'est quelque chose qui peut vous servir dans votre vie de d'automobiliste, tous les jours. Faire des économies, sur votre véhicule, d'économies de carburant. Enfin voilà, on va en parler un petit peu plus, en détail pendant le cours. Surtout, comme on disait sur les derniers cours, n'hésitez pas à mettre vos questions si vous avez des questions. Même si c'est pas en lien forcément avec le thème, hésitez pas à mettre vos questions, on répondra directement en direct, hein. Il y a aucun souci là-dessus et on va essayer de faire du mieux possible comme d'habitude. Après, Johan, notre expert, pourra répondre à plein de questions. Alors, à savoir que ce cours, vous le retrouverez bien évidemment sur notre chaîne YouTube, donc comme d'habitude. Et moi, ma première question à te poser, Yannick, c'est par rapport à l'éco-conduite. Donc, en gros, c'est comment bien choisir sa voiture pour pas qu'elle nous coûte cher, en fait, à l'achat, c'est ça? Ouais, voilà. Après, alors déjà dans un premier temps, quand vous achetez vos premiers véhicules, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on va acheter un véhicule essence, diesel ou électrique? Parce qu'aujourd'hui l'électrique est rentré un petit peu dans les mœurs. Après, c'est surtout par rapport, au nombre de kilomètres que vous allez faire par an. Parce que des fois, quand on se dit: «On va acheter un véhicule diesel parce que, c'est plus économique en termes de carburant». Alors après, tout dépendra du nombre de kilomètres qu'on fait par an. Si on fait plus de 20 000 kilomètres par an, un véhicule diesel, forcément sera plus économique, en sachant qu'un véhicule diesel est plus cher à l'achat, en entretien est bien plus cher qu'un véhicule essence aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aux véhicules que vous achetez au départ par rapport au nombre de kilomètres que vous allez faire. Après, si on veut faire de la conduite éco-responsable et qu'on fait, on va dire, moins de 150 kilomètres par jour, en tant que domicile-travail, travail-domicile, un véhicule électrique, ça peut très bien aussi faire l'affaire et c'est très économique aussi. Après, si on ne veut pas passer à l'électrique, hein, on peut acheter un véhicule essence si on fait moins de 20 000 kilomètres par an. Pourquoi? Parce que l'essence, tout simplement, forcément, le prix du carburant va être un petit peu plus cher. Alors, à l'heure actuelle, l'essence est en train de descendre avec le diesel aussi, hein. C'est beaucoup moins cher. Sauf qu'il faut voir aussi l'entretien du véhicule. Donc, un véhicule essence, forcément, vous coûtera moins cher à l'achat et en entretien aussi du véhicule. Alors, en sachant que quand on va parler d'éco-conduite, on va parler aussi de réduction de coûts, combien votre véhicule peut vous faire rapporter par an en adoptant une conduite économique. Parce qu'il n'y a pas que de la conduite économique sur le carburant, mais on va aussi économiser ses freins, ses suspensions, enfin le véhicule en lui-même, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vrai que d'un point de vue, en fait, le diesel, on a le plus d'entretien, en gros. Essence, on en a un peu moins, et c'est par rapport à l'électrique où on a nettement moins d'entretien à faire. Déjà, le moteur, ben, il n'y en a pas. Il n'y a pas de transmission centrale, enfin, il y a plein de choses que l'on n'a pas au final et qui vont moins faire vieillir la voiture. C'est ça qui est assez important à comprendre et c'est d'ailleurs un des problèmes qu'ont rencontré les gros groupes industriels en se disant je vais peut-être pas aller sur l'électrique à 100% au début par rapport à ça, parce qu'il y avait un problème économique derrière pour eux. Ouais, en sachant que le véhicule électrique aujourd'hui fait peur à beaucoup de monde parce que c'est la recharge, le nombre de kilomètres qu'on peut faire avec le véhicule, en sachant que aujourd'hui les véhicules électriques, on fait quand même beaucoup plus de kilomètres que quand ils ont sorti les premiers véhicules. Aujourd'hui, on est sur une autonomie entre 350 et 400 kilomètres. Alors, si c'est si c'est une utilisation journalière, voilà, 350 kilomètres, c'est largement, jouable. Après, ce qui va pencher un petit peu dans la balance, c'est le coût, des batteries. Voilà, en sachant que les batteries, on ne va pas les changer tous les jours non plus, hein. Et c'est surtout, est-ce qu'on va trouver des bornes de recharge pour recharger son véhicule, assez rapidement? Aujourd'hui, on en trouve quand même pas mal. Alors après, tout dépend de la marque de véhicule. Forcément, si on est sur des véhicules de grande marque, on aura des stations pour pouvoir recharger, mais à des points vraiment stratégiques. Après, pour les autres véhicules, on peut en trouver de partout, hein.
Au supermarché, on peut en trouver. On peut avoir aussi, on peut brancher le véhicule à la maison directement. On peut avoir un branchement directement à la maison. Ah, voilà. Donc, on peut aujourd'hui quand même bien recharger son véhicule n'importe où. Alors, donc, en première d'apo, ben voilà, choisir sa voiture. On en parlait. Euh, Très clairement, voilà, bon, on n'interdit pas d'acheter ce genre de véhicule, hein, bien qu'un Alors, jeune moi, j'aime bien. conducteur, ça va être très compliqué à assurer, on est d'accord là-dessus. Alors, je veux celui des bas, moi. Mais, mais il faut voir l'utilité qu'on va en avoir derrière. Très clairement, on voit qu'une grosse berline ou alors un gros 4x4 va consommer bien plus et va coûter bien plus cher qu'une petite citadine. Bon, C'est jusque-là, sûr. il n'y a pas besoin de sortir Saint-Cyr pour le réaliser, En très clairement. entretien. Alors, juste aussi, quand on parle de choisir sa voiture, faire attention parce que souvent, alors surtout en tant que jeune conducteur comme vous, jeune conducteur, la question on se pose pas de questions sur l'entretien du véhicule, euh, le prix des pneus, enfin voilà, toutes ces choses-là, c'est des questions qu'on ne se pose pas à l'achat du véhicule, mais c'est des questions qu'il faut vraiment se poser. Parce que si on achète un véhicule, forcément, on pourra l'acheter au départ, mais est-ce qu'on va pouvoir l'entretenir aussi correctement derrière? Et un véhicule bien entretenu, forcément, vous fera économiser de l'argent en fin d'année. Ça, c'est quelque chose, voilà, c'est mathématique, hein, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention. Et quand je parle de pneus, le pneu, c'est le premier élément qu'on a de sécurité sur notre véhicule, parce que c'est le premier élément au contact du sol. Et ça, c'est pas négligeable non plus, en sachant qu'il faut quand même avoir de bons pneus pour avoir une bonne adhérence au sol, que ce soit en cas de pluie, de neige ou même sur route sèche, hein. Donc, c'est pour ça que c'est tous des éléments à prendre en compte lors de l'achat du véhicule. Et à plusieurs reprises, d'ailleurs, on m'a parlé d'un véhicule qui fait un peu rêver, le Porsche Cayenne, qui Ah, pas est moi, pas moi. qui, une fois qu'il est un peu kilométré, et peut être pas tellement cher, entre 6 000 et 10 000 euros. Donc c'est déjà un budget, mais bon, ça vaut bien moins que neuf, on est d'accord là-dessus. Hmm. Après, ce qu'il faut se poser comme question, c'est se dire pourquoi un véhicule qui vaut aussi cher de base va être aussi peu cher à la fin. Très clairement, c'est que, donc, de ce qu'on a pu voir, alors j'ai pas de Porsche, donc je sais pas si c'est totalement vrai ou pas, mais de ce que l'on m'a dit, les pneus, par exemple, ça doit être changé chez Porsche, par Et, exemple. et par quatre, parce que c'est des véhicules en quatre roues motrices, et les véhicules en quatre roues motrices, on doit changer les quatre pneus en même temps. C'est pas comme des deux roues motrices où on sera obligé de changer que les deux pneus sur le même essieu. Là, sur des véhicules comme ça, c'est les quatre pneus en même temps, hein. Donc, c'est un budget de 2 000 euros, grosso modo, chez Porsche. Voilà, donc, et là, on parle que des pneus, hein, on parle pas de révision, on parle pas de tous les problèmes qu'on va avoir derrière, parce que bien évidemment, les gens qui ont ce genre de véhicule vont pas rouler en éco-conduite la plupart du temps, donc ils vont un peu forcer dans les virages, ça va abîmer pas mal de choses. Enfin bon, voilà, faut quand même le prendre. Ah, Guigui, il pose des questions pour nous planter, hein. Attention, attention à toi, hein, pas ton cul. Alors, c'est quoi l'étiquette énergie quand on achète un véhicule? Alors, cette fameuse étiquette, donc c'est la vignette critère, c'est ça Non, que non, je vois de quoi il veut parler. C'est comme les étiquettes énergie quand on achète un une machine à lave-vaisselle. laver ou un lave-vaisselle, par exemple. En fait, vous allez avoir un référencement sur ce véhicule qui va vous expliquer bah, la consommation de carburant. Déjà, le dégagement de CO2 aussi, parce que ça, c'est important. Dégagement de CO2, parce qu'on parle d'éco-conduite, hein. Et ce dégagement de CO2, bah, forcément, vous allez avoir, si c'est des véhicules, on parlait du Porsche Cayenne, qui vont dégager énormément de CO2. Donc, vous allez avoir un malus déjà à l'achat du véhicule. Et vous allez avoir aussi plusieurs informations sur enfin, les économies qu'on peut faire par rapport à ce véhicule. Donc, en fait, c'est la carte d'identité du véhicule, tout simplement. Et vous allez avoir plein d'informations sur ce véhicule-là, au niveau des pneus, au niveau de dégagement de CO2, enfin, voilà, toutes ces choses-là. Et pour faire une petite aparté par rapport à la vignette critère, aujourd'hui, on sait qu'un véhicule, quand on l'achète, il doit être grand maximum et grand maximum critère 3. Ouais, Mais c'est vrai aujourd'hui, mais c'est pas vrai pour demain. Étant voilà. donné que les vignettes critères ont été créées pour, au fur et à mesure, empêcher les véhicules qui sont vieillissants, justement, et polluants, de rentrer dans les villes. Donc très clairement,
D'ici quelques temps, les critères, bon, les critères 5 déjà, c'est très compliqué pour eux. Critère 4, on est entre deux. Les critères 3, ça va être par la suite, pareil, ça sera de plus en plus compliqué d'aller en ville. Critère 2, pareil, ça sera de plus en plus compliqué, etc., jusqu'à ce qu'on aura renouvelé le parc. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir des véhicules électriques. Bah, le Voilà. but, c'est ça, hein. Alors après, il y a un ministre qui parlait d'avoir de tout changer en électrique et en même temps d'enlever les centrales nucléaires, mais là c'est un autre débat. C'est de savoir comment on va pouvoir recharger les batteries. Donc j'espère que d'ici là, toutes les startups françaises dans ce domaine nous auront trouvé de meilleures batteries, mais voilà, en Bah, attendant, des batteries qui peuvent durer plus longtemps sur du plus long terme et qui soient aussi moins chères à l'achat, forcément. Et pour l'instant, c'est un petit peu compliqué là-dessus. puis c'est l'aspect pollution surtout, dépollution Ça. de la Bah, batterie qui pose c'est problème. dépollution de la batterie. Ouais. Mais ça pourrait être intéressant de pouvoir, à l'occasion, de pouvoir en discuter. Si, alors là, pareil, si ça vous intéresse d'en discuter en direct, vous n'hésitez pas à nous le dire, de pouvoir inviter quelqu'un sur ce thème. Mais quelqu'un, voilà, un ingénieur ou n'importe, pour qu'il puisse justement évoquer certaines choses, pour nous expliquer un peu tout ça, pour avoir les véritables réponses, en fait, au final. Ça pourrait être intéressant. Bah, des réponses, on en a, mais après, c'est vrai qu'il y a des experts qui sont là et qui font qui, qui étudient un petit peu le problème pour que dans quelques années, comme tu disais, quand on aura renouvelé le parc automobile, alors déjà en France, quand on aura renouvelé le parc automobile, qu'il y ait quasiment 95%, voire 100% des véhicules qui soient électriques. C'est le but à terme. Alors, on ne le verra peut-être pas, nous, mais ça va arriver dans les années à venir. Ils avaient donné une date butoir, je crois que c'était 2045, mais je pense que ça va être repoussé. Mais bon, après, à voir avec les experts. Ça dépend des villes. À Paris, je crois que c'est 2030 où ils veulent plus du tout C'est ça. de véhicules thermiques. À Paris et après sur le reste de la France du territoire, 2045 pour tout. Mais bon, Alors, après, je dis 2030, j'ai cette date en tête, je ne sais pas si c'est celle-là exactement, donc je mets un petit bémol, mais, c'est ce qui avait été dit ça, au j'avais ça départ, en hein. tête. J'avais ça en 2030 à tête. Paris au départ et 2045 pour tout le territoire français. Mais là, concrètement, je peux très bien avoir une voiture et si je commande pas la vignette critère, me renseigner sur Internet et mettre un papier sur la vitrine avec critère 3 ou critère 4 comme ça ou pas, ou ça marche pas ça? Non, ça marche pas, ça. C'est interdit. Et après, la vignette, c'est pas vous qui allez décider de la vignette, c'est par rapport à l'immatriculation de votre véhicule. Parce qu'aujourd'hui, votre véhicule est immatriculé, garde la même immatriculation pendant toute sa vie, même s'il change de. Alors, on a quelques petits problèmes de connexion. Ça, ça rame un peu. Ça fait partie Des des joies de joies du direct. l'internet. Ouais, c'est chez moi. Ah, Tu on te m'entends? récupère Tu un peu m'entends? comme un robot, en fait. C'est un peu Et tu entre deux, on m'entends? va dire. Tu m'entends mieux là? Ah, là, on t'entend super bien. C'est parfait. Ah, par la classe internationale. Non, donc je disais les vignettes critères, en fait, ça va être par rapport à l'image de votre véhicule. Donc on ne peut pas choisir. Quand on va rentrer sur le site, pour la vignette critère, on va rentrer l'immatriculation de notre véhicule. Automatiquement, on va avoir notre vignette critère qui va apparaître et on va devoir la payer. Alors, on paye une petite taxe, d'accord, mais qui n'est pas énorme. Moi, je crois que c'est de l'ordre de 1,50 € ou 2 €, un truc dans ce style. Et après, vous allez la recevoir directement à domicile sur l'adresse qui est indiquée sur la carte grise, bien sûr. Mais aujourd'hui, quand ils annoncent justement les vignettes critères et tout ça, enfin, il n'y a pas il y a pas d'amende. C'est-à-dire, je me fais choper, c'est un rappel à l'ordre encore, non? Ouais, non, non, pas du tout. Si on n'a pas la vignette critère et surtout, alors quand c'est pas en pic de pollution, on n'aura pas d'amende. Par contre, si c'est en pic de pollution, on va avoir forcément des interdictions à circuler dans certaines villes de France, Lyon, Paris, Lille, Marseille et compagnie. Si on n'a pas la vignette critère, il va y avoir immobilisation du véhicule, forcément. Le véhicule risque de partir en fourrière, bien sûr, et on va avoir 135 € d'amende. Donc, vaut 135 mieux euros, t'as dit? 135. Donc, Ouais. c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir sa vignette critère qui nous coûte 2 euros, quoi. Il n'y a pas de points retirés sur le permis. Non, il n'y a pas de points parce qu'on ne fait pas d'infraction au volant de son véhicule au code de la route, entre guillemets. Donc là, on n'aura pas de points retirés. Par contre, il y aura immobilisation du véhicule et une amende. Donc, c'est pour ça que vaut mieux acheter sa vignette critère et au moins on est en sécurité. Et surtout,
on est tranquille par rapport aux forces de l'ordre et on respecte la loi, parce que le but, c'est de respecter la loi. Donc, il faut aller dans ce sens-là aussi. Après, il peut y avoir aussi, au-delà de la vignette critère, dans certaines villes comme Paris, par exemple, on parle beaucoup de Paris, hein, où il peut y avoir certains véhicules en cas de gros pics pollution. Certains jours où il y aura les véhicules qui auront des immatriculations avec le numéro pair ou impair. Donc, un jour sur deux, ils pourront circuler. Donc là, rien à voir avec la vignette critère. Ok. Alors maintenant, ben, une petite question aussi qui revient assez souvent, la climatisation ou les vitres baissées. Donc ça va dépendre de quoi en fait. C'est juste que s'il fait trop chaud, au final, je mets la clim et je baisse la vitre dès qu'il fait un peu froid. Enfin, je sais pas. Alors, l'utilisation de la clim ou de la vitre, alors moi, je vous conseille, et c'est les experts hein, qui le disent, moi, je ne suis pas expert, entre guillemets. La climatisation, on va surtout l'utiliser hors agglo et sur autoroute, parce qu'on va rouler beaucoup plus vite, hein. Mais la climatisation vous fait consommer beaucoup plus de carburant. Et les vitres, plutôt ouvrir les vitres en agglomération, d'accord, pour éviter la consommation, la surconsommation. Par contre, après, si on veut vraiment éviter, parce que la climatisation, c'est pareil, si on est toute la journée dans son véhicule, avoir la climatisation tous les jours dans la tête, forcément, on va avoir un mal de tête. C'est obligatoire, c'est comme ça. Donc, on préconise surtout d'ouvrir les vitres. Voilà. Ça, on consommera moins d'ouvrir les vitres que d'utiliser la clim. Autrement, vous fermez tout pour rester dans votre chauffage, enfin dans votre voiture, dans votre four. Et donc la voiture se transforme en frigo, n'est-ce pas? Comme Voilà, sur l'écran. c'est ça. L'utilisation, Donc alors ça la va être une question de climatisation, vitesse en fait, c'est ça? c'est ça, c'est une question de vitesse. Et la climatisation, donc aussi, c'est pareil, on a tendance à utiliser la climatisation comme un frigo ou comme un congélateur. Sauf qu'il faut faire attention, il ne faut pas qu'il y ait une grosse différence entre l'extérieur et l'intérieur. C'est-à-dire 5 degrés maximum, pas plus. Ça, c'est pour votre santé. Et le fait que ça consomme plus au final, c'est lié à quoi? De justement de baisser les vitres plutôt que de mettre la clim à partir d'une certaine vitesse. C'est quoi? Enfin, ça se passe comment en fait? Alors, en fait, quand vous ouvrez les vitres, vous allez avoir votre véhicule qui va être stoppé dans l'air, forcément. Donc, forcément, il va être stoppé. On ne va pas le voir naturellement, mais on va consommer forcément plus avec les vitres ouvertes quand on est à des fortes allures. Par contre, la climatisation, vu que c'est un élément électrique sur la voiture, tous les éléments électriques sur la voiture vous font consommer plus de carburant. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser les deux à bon escient. C'est en gros, c'est la partie aérodynamique du véhicule qui va être changée. Et Ouais. donc c'est ça qui va retenir un petit peu le véhicule. Ça va retenir le véhicule, donc automatiquement, instinctivement, on va accélérer un petit peu plus, donc forcément, on va consommer plus à ce moment-là. C'est la force, hein. Et on a quelques chiffres par rapport à ça qu'on arrive à trouver un petit peu en disant ben, un trajet d'une heure ou quelque chose comme ça, la différence entre vite baissé, vite monté, enfin ou Oui, on peut trouver des chiffres. Alors attention, les seuls chiffres qui sont fiables, c'est sur les sites comme Légifrance, par exemple, on peut le trouver ça. Voilà, mais il y a des sites qui peuvent nous l'expliquer et forcément, sur des longs trajets, on va avoir une grosse différence de consommation de carburant. ok. Donc Et ça, ça peut aller jusqu'à 40 en plus avec la clim. c'est bon à savoir ouais, quand même. Ouais. Alors l'entretien, donc là l'objectif justement c'est de voir un petit peu ben, les différents points de contrôle, parce que c'est pareil, quand on parle d'éco-conduite, c'est pas uniquement d'économiser de l'essence en ayant une conduite un peu plus souple, il y a l'entretien du véhicule au final qui va rentrer en compte. Bien sûr. Alors, quand on parle d'éco-conduite, la plupart des gens, 9 personnes sur 10, pour pas faire trop large, vont parler de consommation de carburant. Forcément, c'est la première dépense liée au véhicule. Sauf qu'il n'y a pas que ça. Ça va dépendre de comment on va utiliser aussi son véhicule, comment on va entretenir son véhicule. Quand on parle d'entretien, c'est faire les révisions en temps et en heure, c'est-à-dire changer les filtres, filtre à air, filtre à gasoil pour un véhicule à gasoil. Pourquoi? Parce que si on le fait régulièrement, forcément, on aura moins de consommation de carburant.
Si on ne le fait pas régulièrement, on va avoir une surconsommation de carburant. Donc là, typiquement, ça va être aussi de bien vérifier le niveau d'huile Mmh. et par la même occasion, voir si l'huile n'est pas trop noire aussi. Alors, voir si elle est pas trop noire. Alors, à la différence d'un essence et d'un diesel, sur un diesel, l'huile va devenir noire beaucoup plus rapidement, que sur un essence. Un essence, elle sera beaucoup plus fluide. Donc là, pour pas se faire avoir par rapport à ça, de toute façon, c'est voir par rapport à l'entretien de notre véhicule. Il y a un nombre de kilomètres à ne pas dépasser par rapport à l'entretien. Déjà, vérifier régulièrement que vous avez, le bon niveau d'huile, donc ça, c'est important. Vérifier votre filtre à air qui soit pas obstrué parce que des fois, on peut avoir, des particules dedans comme des feuilles ou plein de choses, hein, surtout là avec le printemps, les arbres et tout ça, donc ça vient se mettre directement à l'arrière de votre capot. Vous allez avoir des grilles où ça vient rentrer dedans et qu'il faut nettoyer quand même assez régulièrement pour pas avoir une surconsommation. Donc, il faut faire attention et à ne pas dépasser le kilométrage par rapport à la vidange, par exemple. Par rapport à l'huile, en règle générale, c'est tous les 20 ou 25 000 kilomètres et à ne pas dépasser pour éviter de trop consommer de carburant. Ça, c'est sûr. Ok. Et d'éviter le casse moteur aussi, hein. Donc là, on va retrouver sur la jauge, là ici, avec ces deux flèches rouges, un côté mini et un côté maxi. D'ailleurs, Ouais, tu en parles dans la vidéo sur les révisions extérieures. ouais, merci de le rappeler que c'est moi qui suis sur la vidéo. Voilà, où justement, bah, tu indiques avec alors ça, c'est les jauges des véhicules type, Clio 3, Clio 4, on va dire, dans la Clio Ouais, non, Clio 3. Je crois que Clio Clio, 4, on est déjà sur le bouchon et la jauge intégrée au bouchon. voilà. Alors Renault, ils ont inventé quelque chose de, on va dire, par rapport aux autres concessionnaires, aux autres marques automobiles, où vous allez avoir le contrôle du niveau avec le remplissage du niveau au même endroit. En règle générale, sur la plupart des autres véhicules, on va retrouver l'endroit où on va contrôler où on va faire le niveau et où on va contrôler le niveau. Donc, vous allez avoir une jauge. Là, ce qu'on voit à l'écran, c'est une jauge, hein, ce qu'on appelle une jauge. Ce que vous allez avoir en bas, avec les deux flèches, la flèche du bas que Johan il a fait voir, donc là, ça va être le niveau minimum d'huile moteur. La flèche du haut, c'est le niveau maxi, d'accord. Alors, quand on fait le remplissage de l'huile moteur, c'est toujours avec un moteur froid. On ne le fera jamais à chaud, d'accord. Et sur un sol plat, pour que votre niveau il soit correct. Et quand on va remplir, alors attention à ne pas mettre trop d'huile, d'accord. Si on met trop d'huile, vous allez avoir une fumée importante qui va apparaître quand vous allez démarrer votre véhicule. Il faut avoir notre niveau entre le mini et maxi, toujours. Donc entre les deux. Donc là, on voit, vous avez une barre au milieu entre les deux. Alors, est-ce que je peux utiliser? Donc là, juste ici, tout le monde la voit, Johan? Tu la vois, toi, la mienne bouger? Ouais, il y a la tienne dessus. Non, alors attends, La bouge mienne, elle pas, bouge, mais personne. Ah, mais c'est pas grave, hein. Vas-y avec la tienne. bouge pas, bouge pas. Ah, je bouge pas. Tac, vas-y. Là, c'est bon, là? Ouais, avec le clavier, peut-être. C'est bon, là? Voilà. Donc là, voilà. Donc là, on est entre le niveau mini et maxi et notre niveau d'huile doit se situer ici. Alors, pourquoi avoir un bon niveau d'huile? Il y a pas que par rapport à la consommation, parce que là, ça ne va pas jouer là-dessus. C'est surtout que si votre véhicule a moins d'huile dans le moteur ou très peu d'huile dans le moteur, faut pas attendre que le voyant rouge s'allume. Voyant rouge, c'est un élément important et dangereux. Donc là, ça veut dire qu'on va arriver sur la casse moteur. Alors pourquoi on arriverait sur la casse moteur? Parce que en fait, votre moteur, c'est de la ferraille, hein, tout simplement. Vous allez avoir des pistons qui vont rentrer l'un dans l'autre. Excusez-moi pour le mime, c'est pas terrible. Donc les pistons qui vont rentrer les uns dans les autres. Et le seul problème, c'est que ferraille contre ferraille, ça, ben, forcément, ça casse. Donc s'il y a de l'huile va permettre au moteur de circuler correctement, de tourner correctement et de ne pas casser, tout simplement. Là, pour justement exposer un peu la vitesse de rotation, quand on parle de 2000 tours minute, les pistons enfin les bielles font 2000 tours par minute, ce qui représente à peu près 33 tours à la seconde. C'est énorme. C'est ça. C'est énorme. Et donc, c'est pour ça aussi donc, il faut de l'huile. C'est pour ça aussi qu'il faut de l'eau également pour refroidir le moteur.
parce avec la qu'il tourne pompe à eau, tout énormément. ça, parce que justement, ça monte à des températures très élevées. Et c'est là où on peut avoir aussi des joints de culasse qui se font, où on Aussi, casse, voilà, on peut casser le oui. moteur, on abîme la mécanique si on n'entretient pas correctement. Alors, autre point à vérifier, les freins, Mmh, jusque-là, important. Alors voilà. liquide de frein. Alors, Heu, ouais, vas-y. le liquide de frein, justement, un point qui est relativement important. Alors, si vous faites de l'éco-conduite, normalement, vous devez utiliser moins de plaquettes, parce que vous allez anticiper les choses. C'est ce qu'on avait vu à plusieurs reprises. Si vous anticipez, automatiquement, vous freinez moins. Donc, vous allez user bien moins vos plaquettes, en fait. Après, par contre, le point à contrôler, bah, c'est de voir si le niveau dans le vase à expansion est au max, en gros, mais qui n'est pas au mini, qui ne soit pas au mini. Si vous perdez du liquide, bah, quelle est la bonne réaction en fait? On va remettre du liquide directement dedans? Comment ça se passe en fait? Alors, le liquide de frein, donc c'est un élément super important, hein. Forcément, ça fait partie, des éléments de sécurité super importants sur le véhicule. Comme tu disais, donc faut toujours avoir le niveau toujours au maximum. Si on perd du liquide de frein, alors on va avoir, comme tout à l'heure, je parlais d'un voyant rouge, hein, qui va s'allumer. On n'a pas forcément toujours la vision dessus. Le voyant rouge, ça veut dire que c'est un élément important et dangereux. Donc à ce moment-là, il faut essayer de se stationner le plus rapidement possible, sans se mettre en danger, sans mettre les autres en danger, bien sûr, et faire contrôler ça par un spécialiste, et pas par rapport à nous. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer à ce moment-là? C'est le liquide de frein, s'il nous en manque, soit on a une fuite, ce qui est le plus courant, d'accord? Ou peut-être une bulle d'air aussi à l'intérieur, des choses comme ça qui pourraient se passer. Si on adopte, comme on parlait tout à l'heure, d'éco-conduite, on va normalement faire des économies sur les plaquettes de frein et sur les disques de frein, qui va jouer aussi sur les suspensions du véhicule. Alors, quand on parle d'anticipation, ça veut dire lâcher l'accélération suffisamment tôt, en arrivant sur une intersection, par exemple, type un rond-point, hein, ou un giratoire, pour moins utiliser son frein. C'est-à-dire, si on lâche son accélération suffisamment tôt, on n'aura quasiment pas besoin d'utiliser ses freins. Et après, on va juste simplement descendre ses vitesses pour adapter sa vitesse au niveau du levier, pour adapter par rapport au régime moteur, tout simplement. Donc forcément, là, on va moins forcer sur ses plaquettes et sur ses disques. Alors, un point qui est important de préciser par rapport à l'éco-conduite, l'éco-conduite, c'est l'art de consommer, enfin, de consommer moins et de dépenser le moins possible en entretien, tout en ne perdant pas de temps. Exactement. Donc souvent, on parle d'éco-conduite, on parle d'une conduite, pour résumer, de grand-père, par exemple. En fait, c'est pas une conduite en fait, c'est une conduite qui sera beaucoup moins sportive. Alors quand on fait de l'éco-conduite, déjà, alors dans chaque véhicule, sur le carnet d'entretien, c'est marqué dessus ou sur le carnet d'utilisation du véhicule, vous avez ce qu'on appelle un couple maxi. Le couple maxi, en fait, c'est au moment où votre moteur va monter dans les tours. En règle générale, c'est entre 1 800 et 2 000 tours. C'est là où votre moteur consomme le moins. C'est là où on va enclencher la vitesse toujours supérieure. Donc, on aura toujours une vitesse supérieure par rapport à notre façon de conduire habituelle. Ça va juste changer notre façon de conduire comme on a l'habitude de conduire habituellement et comme on l'a appris il y a quelques années en arrière, parce qu'on parlait de moins d'éco-conduite. Vous, aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'éco-conduite parce que c'est rentré un petit peu dans les mœurs. On en parle de plus en plus. Et à ce moment-là, on va moins consommer déjà de carburant. Donc ça, c'est le but essentiel. Après, l'éco-conduite, c'est basé surtout sur, c'est une conduite d'anticipation. Donc forcément, comme je disais tout à l'heure, de lâcher l'accélération suffisamment tôt. Et ça va être forcément, quand on parle d'anticipation, de regarder forcément beaucoup plus loin et d'anticiper les choses beaucoup plus rapidement, contrairement à d'habitude. En sachant que sur l'éco-conduite, souvent, vous avez sûrement entendu dire, il ne faut pas sauter les vitesses deux par deux. On peut très bien le faire sans aucun problème. Tout dépend du régime moteur. Et là, on consommera moins en sautant les vitesses. Pour descendre les vitesses, hein. Pour descendre des vitesses, oui, pas pour les Pas monter. pour C'est-à-dire, on ne monter, va hein, pas jamais faire pour monter. première, troisième. Jamais pour monter. Pour monter, on va passer toujours la vitesse au couple maxi, donc on aura toujours la vitesse supérieure. Par exemple, si on a l'habitude, souvent j'ai entendu des formateurs, ouais, quand tu es en agglomération à 50, tu es en troisième, à 30, tu es en deuxième, ça, faut oublier.
Ça, c'est de la conduite à l'ancienne. Aujourd'hui, on ne forme plus comme ça de toute façon. Pourquoi? Parce qu'après, les élèves ont toujours la tête sur le compteur. On va former surtout par rapport au régime moteur du véhicule et par rapport à ce couple maxi du véhicule. J'espère que tout le monde le fait. Ah, mais de toute façon, c'est relativement important justement de préciser tout ça. Alors après, pourquoi on va pas perdre de temps justement en faisant de l'éco-conduite? Et là, justement, en prenant l'exemple du frein, typiquement, on arrive à un feu rouge, au lieu de freiner à la dernière minute, on va simplement anticiper le freinage, on va utiliser le frein moteur et non pas les plaquettes. Et donc, on va pas perdre de temps parce que quoi qu'il arrive, on va devoir s'arrêter. Donc, Dans on tous les cas. s'arrête, mais un peu moins vite que si on freinait à la dernière minute. Mais en même temps, vous ne perdez pas de temps. Voilà ce que ça va être l'éco-conduite. Après, pareil, de passer entre 1800 et 2000 tours minute pour un diesel. Hein. Ouais, pour un diesel. Ouais. Pour un Pour un essence, diesel, pour un essence, euh, c'est plutôt entre 1500 et 1800. voilà, 1500, 1008 pour une essence. Ça va être, normalement, si c'est bien fait, on n'est pas supposé de perdre du temps aussi, encore une fois. Non, non. Et puis après, en éco-conduite, par exemple, quand vous prenez l'autoroute, la vitesse maxi est de 130, mais si on roule à 110, on va faire forcément de l'éco-conduite parce qu'on va moins consommer, parce qu'on va rouler moins vite. Donc, ça va de soi qu'on consommera moins. Et on perdra sur des longs trajets, on perdra quasiment que dalle. On perdra 2 à 5 minutes. Donc, on ne perd pas forcément de temps. Et encore, il y a une étude qui a été faite il y a quelques années en arrière avec deux véhicules identiques. Alors, pour ne pas citer la marque, c'était avec des véhicules Renault. Ils ont pris les véhicules de Paris c'était jusqu'à Nice par autoroute, un véhicule qui roulait à 130, un véhicule qui roulait à 110. Quand ils ont commencé à parler un peu plus d'éco-conduite, en réalité, celui qui roulait à 110, parce que forcément, il y a des arrêts au péage, il y a des moments donnés, on va devoir ralentir. Il y a eu une perte de temps de 4 minutes sur l'ensemble du trajet. Paris-Nice, c'est un grand trajet, environ, je pense, 500 ou 600 kilomètres. Si c'est pas, ouais, à peu près dans ces eaux-là. Donc 4 minutes, c'est que dalle. Hein. Vraiment rien. Donc on perd Non, pas de temps. Et on gagne de l'argent. c'est important de préciser, ouais. C'est important de préciser. Alors, l'autre point, c'est ce qu'on a évoqué là, justement. Ça va être le liquide de refroidissement. Alors, là, on peut se dire, par exemple, donc c'est pareil, hein, c'est un vase à expansion, et puis on va avoir le niveau mini, voilà, que je montre avec la flèche. La flèche jaune va indiquer le niveau maxi, et là, vous pouvez vous dire, non, là, il y a trop de liquide au final. Alors non. Sauf Alors, que là aussi bien, on a regardé le véhicule moteur chaud. exactement. Parce que quand c'est chaud, en fait, vous refaites toujours le niveau entre le mini et le maxi. Comme pour l'huile, on refait toujours le niveau entre le mini et le maxi. Par contre, quand le moteur va chauffer, le liquide va monter en pression. Donc automatiquement, il va être au-dessus du maximum. Voilà. C'est logique, et puis c'est pour ça qu'on appelle ça un vase à expansion. Expansion. Voilà, parce que le liquide va chauffer automatiquement, et donc il va gonfler, et c'est pour ça qu'il va y avoir une pression. C'est Et ça. donc ces vases ont été aussi étudiés pour résister à ce genre de pression, mais si le liquide est en dessous du maximum, si vous commencez à le remplir, Ça risque de déborder. ça risque de péter, Alors, ça peut se une chose, fissurer. Une chose super importante, le jour où vous referez votre niveau du liquide de refroidissement, c'est un élément, c'est important, on n'y pense pas forcément, mais ne jamais ouvrir avec un moteur chaud. Alors pourquoi? Parce qu'en en fait, il y a une pression qui s'exerce quand vous l'ouvrez avec un moteur chaud. Il va y avoir une C'est bouchon pression, de champagne. Poup. ouais, et là, on risque d'être brûlé au troisième degré. Donc, à éviter de faire avec moteur chaud. C'est un C'est conseil. plutôt, c'est plutôt une bonne idée de le faire moteur froid. Ouais, ouais, si on tient ses mains. Alors les pneus, bon, comme on le dit à chaque fois, c'est très important justement d'y faire attention. Donc ça, tu as pu l'évoquer. Par contre, de bien choisir ses pneus, ça peut nous faire économiser aussi de l'essence. Enfin, il y a quand même pas d'étiquette pour les pneus aussi. Les étiquettes énergétiques, ça n'existe pas, ça. Alors, si, il y a des étiquettes énergie pour les pneus. Alors, C'est pas vrai. eh ouais, on fait des étiquettes énergie pour tout maintenant, c'est le top. Heu, surtout les grandes marques, elles aiment bien pour se différencier un petit peu. En fait, sur ces étiquettes énergie, vous allez retrouver
Le bruit, parce qu'un pneu peut faire du bruit, d'accord? Vous allez avoir un niveau par rapport au bruit. Vous allez avoir aussi un niveau par rapport à l'adhérence du pneumatique sur sol mouillé. Vous allez avoir plein d'informations sur le pneu. Alors aujourd'hui, on va monter jusqu'à du A et certaines marques de pneus, que je ne citerai pas, mais les grandes marques de pneus, pour se différencier un peu des autres, ont demandé un A+. Parce que automatiquement, ils vont être au-dessus des autres en termes de d'éco-conduite, parce que forcément, il y a certains pneus par rapport à leur gomme qui vous feront consommer moins. Après, ça va dépendre de votre conduite aussi, hein. Tout est relatif, hein, quand c'est marqué dessus. Ça va dépendre aussi de comment vous utilisez votre véhicule, hein. Par rapport à l'adhérence, c'est pareil, vous allez avoir un niveau par rapport à l'adhérence. Ça, c'est super important. Souvent, on se dit, je vais commander des pneus pas chers parce qu'ils sont pas chers et puis de toute façon, pour l'utilisation que j'en fais, c'est pas grave. Sauf que des pneus, comme je disais encore tout à l'heure et que j'ai répété dans d'autres cours et que je répète aussi en salle de code, c'est le premier élément que vous avez au contact du sol. Donc, si on doit investir dans quelque chose sur l'entretien du véhicule, c'est vraiment sur les pneumatiques. Les pneumatiques, en plus, si on prend des bons pneumatiques, forcément, ils vont durer plus longtemps et on sera meilleur en circulation. Donc, on aura une meilleure adhérence au sol, forcément, et forcément, vous aurez moins de risques d'aquaplanage ou de dérapage. Après, tout va dépendre aussi de votre pneu, l'usure du pneu, et si on parle de pneus neufs. Donc, c'est pour ça que le fait de choisir ces pneus correctement est très important, et cette étiquette énergie vous donne déjà une visibilité sur l'utilisation de vos pneus et comment vos pneus vont réagir sur la route. Alors Bien sûr, après, on n'est il pas est bon tous à de l'emploi. préciser que peu importe le pneu qu'on va acheter dans un centre auto, alors je ne parle pas d'Internet parce que sur Internet on peut trouver de tout, mais sur Internet logiquement aussi, peu importe le prix que vous allez mettre dedans, il aura passé certains tests. C'est-à-dire Exactement. qu'on ne peut pas dire que vous n'allez pas être en sécurité. Voilà, c'est pas vrai. Mais il y a certaines choses comme la consommation, comme le confort de manière générale, qui seront améliorées. La durée de vie aussi, bien évidemment. Durée de vie. Encore une fois, Michelin dépense, je ne sais pas combien de pourcents de son chiffre d'affaires dans de la recherche et de développement pour toujours prendre de l'avance, justement, par rapport à tout ça. Donc, il y a vraiment des recherches qui sont faites voilà, pour améliorer ce rendement. C'est-à-dire que les caoutchoucs, justement, il y a des tonnes de sortes de caoutchouc, il y a des formules, il y a pas mal de choses. Il y a peut-être d'ailleurs Guillaume qui aurait pu nous en parler un peu plus en profondeur, d'ailleurs, par rapport à tout ça. Mais Ah, c'est vrai que voilà, il n'intervient pas beaucoup, hein. c'est vraiment important. D'ailleurs, par rapport à la gomme, on peut faire un petit aparté sur les pneus neige. La Aussi. différence entre pneus neige et pneus d'été, ça va être par rapport au, au dessin du pneu. Ce qu'on appelle les dessins du pneu, c'est les rainures en fait hein, qu'il y a dedans, tout Sur simplement. la sculpture. Les sculptures. Oui, les rainures, ça parle mieux, les sculptures, t'as raison. Ouais, c'est un peu plus adapté. Donc c'est vrai que ces fameuses sculptures, on va sur un pneu d'été, on va avoir le besoin, ça va être d'envoyer l'eau sur les côtés, d'évacuer l'eau qu'il va y avoir sous le pneu, très clairement. Mm. Sinon, s'il pleuvait jamais, ben, on aurait des pneus, ce qu'on appelle des pneus slick, c'est-à-dire totalement lisses, mais qui accrochent mieux. Là, eh ben, il faut évacuer l'eau. Voilà à quoi ça sert les rainures. Maintenant, dans la neige, il faut rajouter autre chose, c'est-à-dire il faut que ça accroche. C'est pour ça qu'on va retrouver des espèces de petits dessins comme ça tout le long du pneu pour accrocher justement la neige. Il faut vraiment se rappeler de ça. Et un autre point, donc ça c'est quelque chose de physique justement, de chimique par rapport au pneu, la gomme va chauffer beaucoup plus vite avec un pneu d'hiver qu'un pneu d'été. Parce que ben, en hiver, quand on roule sur la neige, bien évidemment, ça chauffe moins vite que sur du goudron en plein été. Puisque là, c'est à peu près logique. Donc voilà le petit aparté que je voulais faire pour bien différencier les deux. Alors, en sachant, c'est pour ça que, comment expliquer? C'est pour ça que quand vous mettez des pneus neige, alors c'est surtout dans des endroits, on demande, il y a certains endroits où on va utiliser des pneus neige régulièrement
Et c'est pour ça qu'il y a des dates avec les pneus neige. Jusqu'au 31 mars, par exemple, du mois de novembre jusqu'au 31 mars, on pourra utiliser ces pneus neige, d'accord? Mais après le 31 mars, on va passer à des pneus été ou des pneus 4 saisons, peu importe. Et c'est pour ça qu'il y a des, euh, vous avez un délai pour ces pneus-là. Pourquoi? Parce qu'après, on n'aura pas la même adhérence, comme Yoann disait, sur sol plutôt sec et le goudron d'été, de printemps et d'été, que sur un sol d'hiver. Donc, c'est pour ça qu'on a des dates. Et au 31 mars, donc au 1er avril, il faut que les pneus hiver ne soient plus sur le véhicule. On n'aura pas la même adhérence. Et à savoir aussi un truc, c'est que vous allez user vos pneus hiver beaucoup plus rapidement aussi. Donc, si on veut les réutiliser pour l'hiver d'après, il vaut mieux les garder et remettre ses pneus été ou toute saison. C'est intéressant justement de le préciser ça par Après, les rapport à pneus ça. hiver, c'est plus chez toi, Johan. Oui. Nous, à Valence, pas trop, parce qu'on n'est pas trop sujet à la neige, enfin, beaucoup moins. Alors ben, justement là, on a pris un pneu justement avec quelques petites informations. Donc là, c'est très important de tout connaître par cœur, non, Yannick? Hein. Non, non, c'est pas important du tout. Il va y avoir des éléments qu'il va falloir savoir plutôt en règle générale. Déjà, voilà, là où tu as mis ta souris, savoir pour votre pneu, la taille du pneu. D'accord? Taille du pneu très C'est pour pouvoir important. le changer en fait, tout simplement. Exactement. Donc, le premier chiffre qu'on va avoir, là, le 205 sur celui-là, ça va être la largeur du pneu. Premier chiffre, toujours largeur. Le deuxième chiffre, ça va être le rapport par rapport à la hauteur et la largeur. Et le troisième, alors le R, c'est pareil, parce qu'on peut avoir du R, comme on peut avoir du H aussi, hein, R15, c'est le diamètre en pouces. Alors, en pouces, c'est pas chez nous, ça, c'est plutôt chez les Anglais. Hein, d'accord. Et après, on va avoir le petit 91 là, juste à côté 91V qui va être important. 91V, c'est l'indice de charge par rapport à la vitesse. D'accord. L'indice de charge, le chiffre, et le V, c'est par rapport à la vitesse. On peut avoir du V, du H ou du T. Donc ça, c'est important aussi à voir sur votre pneu. D'accord. Et un autre élément qu'on peut avoir d'important, c'est surtout de trouver, alors je ne le vois pas ici, c'est pour trouver le petit triangle ou le TWI pour trouver la sculpture à l'intérieur du pneu. Bon, il n'y est pas là-dessus. Voilà. Bon, après, je vois aussi le tubeless. Donc ça aussi, les pneus tubeless, c'est des pneus sans chambre à air. C'est des pneus qui avec de l'air à l'intérieur. Ouais, mais il n'y a plus que les voitures, il y a plus que des véhicules de collection maintenant qui ont les chambres à air. Ouais, exactement. Maintenant, tous les pneus classiques, vous n'avez plus de chambre à air. Hein. C'est que des tubeless. Hein. Et même, c'est pas marqué sur tous les pneus. Hein. Vu que c'est classique. Après, est-ce que ça peut être un moyen de réparer un pneu, justement, de mettre une chambre à air à l'intérieur quand il est bien crevé? Jamais, jamais, c'est pas un pneu de vélo. Hein. Un pneu tubeless reste un pneu tubeless, on ne peut pas mettre de chambre à air. Au pire, si vous avez crevé votre pneu, ce qui arrive des fois, vous n'avez pas de roue de secours, parce qu'aujourd'hui, dans certains véhicules, dans beaucoup de véhicules, les concessionnaires ne mettent pas de roue de secours. Ils mettent soit un gonfleur pour pouvoir gonfler le véhicule. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une bombe anti-crevaison. Vous pouvez la mettre, ça va colmater à l'intérieur de votre pneu. Alors, c'est les réparateurs, quand ils vont réparer le pneu, ils ne vont pas trop aimer. Parce que ça, la mousse qui est à l'intérieur, qui va être colmatée, quand ils vont enlever le pneu, elle va partir. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est ça. Alors, après, tout dépend où on a crevé aussi le pneu et tout dépend de la taille du trou. Si votre Ouais, pneu, il est on crevé, a eu un enseignant d'ailleurs, un petit aparté, par rapport à un enseignant dans l'agence de Lyon, qui a eu un caillou énorme planté dans le pneu. Bon là, pour réparer, c'est plutôt compliqué. c'était un menhir. C'était un menhir, oui, tout C'était un à fait. menhir. Et par contre, il est bon de préciser aussi par rapport à la bombe à la bombe anti-crevaison, qu'il faut rouler directement derrière pour que il peut y avoir justement la mousse qui se mette bien correctement dedans. Exactement. En fait, c'est tout simple. Hein. Quand vous allez ouvrir votre mousse, vous allez avoir une espèce de tige qui va être reliée à votre bombe que vous allez enlever votre bouchon là où on fait la pression, hein, tout simplement. On va venir visser notre bombe dessus et on va venir mettre sa bombe. Alors la bombe, il faut la répartir correctement. Il ne faut pas appuyer comme une brute dessus. Il faut y aller progressivement. Ça va venir colmater votre pneu.
Par contre, après, il faut rouler tout de suite. Il va falloir rouler tout de suite à pas une grosse vitesse, mais rouler tout de suite le temps que la mousse à l'intérieur se répartisse correctement, d'accord? Pour que ça colmate correctement. Et après, on peut réajuster sa pression. Il faut la réajuster un petit peu pour voir si la pression est toujours bonne. Pas une obligation, mais c'est mieux de contrôler quand même. Par contre, après, tout dépend où est le trou. Si le trou est sur les sculptures, comme je vous ai dit tout à l'heure, et qu'il n'est pas sur le témoin d'usure, là, on va pouvoir le colmater ou le faire réparer par un spécialiste. Par contre, si le trou est sur le flanc du pneumatique qu'on voit là en direct, hein, comme Johan a fait voir, hein, là, sur le flanc, là, il va falloir changer le train de pneu sur le même essieu. On n'aura pas le choix. Alors là, une autre coupe justement du pneu qui est assez intéressante pour comprendre un peu pourquoi un vieux pneu peut devenir dangereux, c'est d'avoir cette fameuse bande de roulement. Cette bande de roulement donc qui est collée sur, la carcasse, comme ils appellent, au milieu, quoi, en fait. Et le problème avec un pneu qui est trop vieux, au bout d'un moment, on peut avoir cette bande de roulement qui se décolle. Exactement. Et c'est pour ça qu'on voit des pneus quand on va au-delà. Alors, je l'avais dit aussi dans un autre test, hein, juste pour ça, pour votre information personnelle, dans votre sculpture, vous allez avoir ce que je vous disais, le petit témoin à l'intérieur qui va vous dire, voilà, dès que votre pneu arrivera à ce témoin-là, il faudra changer le pneu obligatoirement. Il y en a qui ne le font pas. Ce petit témoin est à 1,6 mm. Juste à savoir, parce que dans les tests de code, on peut vous le demander. Par contre, si on attend et qu'on laisse le pneu encore se dégrader, vous allez avoir sur la bande de roulement, entre la limite de la bande de roulement, je ne sais pas si on voit ma souris, on la voit là, Johan? Vas-y, vas-y. On la voit là? Vous Oui, allez on te avoir voit. ici, entre la bande, entre le flanc et les sculptures, juste ici, vous allez avoir apparaître comme des fils. Quand on arrive là, votre pneu, il va éclater à n'importe quel moment. Si le pneu éclate, qu'on est à 130 ou à 110 sur l'autoroute, on est en très, très, très grand danger. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, les pneus, faire très, très, très attention. S'il y a un témoin, c'est pas pour rien, hein. Voilà, le Voilà, fameux le témoin, témoin le voilà. justement qu'on retrouve juste ici et qui se retrouve dans les dessins, quoi, en fait, tout simplement, de la bande de roulement. Alors, au niveau du chargement, donc ça c'est bon à dire, ça au final c'est autorisé? Il n'y a pas de Ah, limite de hauteur? ça, c'est le départ au bled de l'été, ça, hein. Ah ouais. Ah, ça toujours. Alors non, Eh, on pourrait dire que ça peut être autorisé si ça dépassait pas sur le côté comme ça au final. Bon, bien évidemment que non, pour la bonne et simple raison que il faut éviter qu'il y ait un projectile justement qui puisse partir à l'avant. Là, on voit que voilà, là c'est une bombe roulante quoi, le machin. Là. le problème qui se passe, c'est qu'en fait, quand votre véhicule est trop chargé comme ça, il y a un poids total. Sur votre carte grise, il y a un poids total sur le véhicule chargé à ne pas dépasser. C'est important pourquoi? Simplement pour vos pneus. Vos pneus, là, on voit le véhicule derrière, les pneus derrière, ils sont prêts à éclater. Si on a un poids trop important sur le véhicule, vos pneus vont éclater. Et si le pneu éclate, ça va créer un accident, voire un suraccident ou une collision en chaîne. Donc ça, c'est surtout à ne pas faire et vérifier le contenu de votre voiture et surtout ne pas dépasser le poids en charge du véhicule. Là, forcément, si on se fait contrôler, si on parle que de contrôle, hein, que de contrôle, ils vont vous faire passer sur une balance. Et par rapport au poids dépassé, l'amende sera par rapport au poids. Plus on va dépasser, plus on va payer cher. Et on va laisser les bagages sur le côté, hein. Voilà. Alors, un autre point aussi à mettre en avant, ça va être l'aspect éco-conduite, où pour éviter justement de consommer de manière astronomique, on va pouvoir justement avoir un coffre de toit. Oui, alors le coffre de toit, c'est bien par rapport à ça, mais par contre, avec un coffre de toit, je parlais tout à l'heure d'aérodynamisme avec, surtout avec la force quand on ouvrait les vitres. Là, ça va être aussi la même chose. En différent, parce qu'on va consommer quand même plus. Le coffre de toit est important quand on part en vacances pour pouvoir charger son véhicule un peu plus et que ce ne soit pas dans le véhicule. Sauf que là, avec l'aérodynamisme, on va forcément accélérer plus sans le voir, hein, sans le faire consciemment. Et forcément, on va consommer plus parce que votre véhicule va forcer avec l'air et forcément, on va consommer plus parce qu'on va devoir accélérer plus. Donc là, on va consommer bien plus de carburant. Donc au final, il vaut mieux quoi? Il vaut mieux ce genre de coffre de toit ou une petite remorque? Alors, dans ce genre de cas, il vaut mieux une petite remorque, consommera moins.
Parce D'accord, que donc c'est c'est pas l'aspect avec le justement, véhicule. d'accord, Ça en aspect consommera moins avec une éco-conduite. petite remorque, quoi. Voilà. Mais ça reste une bonne solution pour des Bien sûr, personnes qui n'ont pas d'attelage, qui n'ont pas de. bien sûr, sauf qu'on va se rendre compte qu'il y a une consommation de carburant en plus. Donc là, si on a le coffre et en plus, vu que c'est l'été, en règle générale, on va mettre la climatisation, forcément, on aura une double consommation supplémentaire de carburant. Et forcément, plus votre véhicule est chargé, plus vous allez mettre de temps aussi à freiner. On parle d'éco-conduite, on va être obligé d'insister beaucoup plus sur la pédale de frein. Alors, maintenant, si on prend la définition d'être écomobile, l'écomobilité consiste à utiliser le transport le moins polluant et le moins consommateur d'énergie. Alors, si on prend quelques exemples, la marche à pied, par exemple, bon, ben là, normalement, ça devrait bien se passer. Ah bah là, il n'y aura jamais de problème. Voilà. Transport en commun, alors, transport en commun, je veux bien, mais un bus, ça consomme quand même bien plus qu'une voiture ou une moto. Ouais, mais on met beaucoup plus de monde à l'intérieur. Dans votre voiture, vous êtes seul. On met beaucoup plus de monde à l'intérieur d'un bus, donc forcément, il y aura moins de consommation. Forcément, si on met 30 passagers dans le véhicule, et ça limite 30 véhicules en moins, 30 voitures en moins. Et il y a aussi, dans certaines villes, des bus électriques. Donc, ça consomme moins. Ou on peut prendre aussi le tramway. Le tramway, c'est électrique. Ou le métro. Et par contre, ce qu'il faudra voir aussi, c'est donc là, on est en période de confinement. Il est bon de le préciser pour la vidéo. Ça sera par la suite, justement, je me posais cette question, comment va se passer le transport sur les routes? Même les transports en commun, même avec les distances, avec pas mal de choses, comment ça va se passer en fait? Moi, c'est un peu ça, et c'est vrai que ça mériterait d'avoir une réflexion dessus, à voir comment ça pourrait être un peu, ben, comment ça pourrait se transformer en fait tout ça. Bah, comment les gens vont plus être éco-responsables par rapport à leur trajet quotidien. Ben, Et est-ce c'est qu'on pour ça. aura justement une éco-conduite, au final, un aspect éco-conduite avec aussi la distanciation sociale, donc c'est-à-dire moins de monde dans les transports en commun, donc plus de véhicules sur les routes. Enfin, moi, c'est là où je suis un peu curieux de voir qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution, parce qu'on trouve toujours des solutions, pour arriver à pallier justement ce problème-là, justement. Alors moi, mon avis personnel, quand on va sortir du confinement, c'est que les gens auront toujours, une peur et ils vont moins utiliser les transports en commun, je pense. Mais Ouais, mais après tant qu'au à final on voir comment respecte les gestes barrières, tout ça au final, ça peut fonctionner au final. ouais, ça peut fonctionner. Bah, si on respecte la distance déjà qu'on doit avoir avec, les autres personnes, si on utilise aussi un masque pour éviter, bah, les postillons, toutes ces choses-là, pour éviter d'avoir encore une contamination. Mais je pense que les gens, au départ, on va avoir du temps on va mettre du temps à ce que les gens reprennent les transports en commun comme on les prenait aujourd'hui, parce qu'il y avait de plus en plus de personnes qui les prenaient. Alors l'État voulait mettre en place quelque chose de très très bien. Alors, très bien, oui, par rapport à l'éco-conduite, c'est-à-dire qu'il voulait interdire, il voulait obliger les gens qui allaient dans les grandes villes à prendre les transports en commun et se stationner à l'extérieur des villes et prendre les transports en commun dans les villes. On y arrivera sûrement, hein. Mais après, comment ça va se passer après le confinement, c'est la question, elle est un petit peu délicate aujourd'hui, hein. On peut rebondir en fait avec certains nouveaux modes de déplacement. Ouais. Bon, il y a l'autopartage, le covoiturage, et puis un autre petit animal aussi, l'intermodalité. Alors, autopartage, ben, c'est partager un véhicule. Donc ça pareil, hein, comment ça va se passer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, on se rend compte qu'un véhicule est stationné 95% du temps. Je crois il y avait une statistique assez énorme. Et Euh, 95 ans. C'était voilà où vraiment, ben, voilà, votre voiture ne sert à rien 95% du temps, en gros. Donc c'est de dire il valait mieux la partager justement plutôt que d'être bêtement sur un parking. Donc voilà, il y a aussi des sociétés que je ne citerai pas qui peuvent justement enfin, mettre à disposition des véhicules dans les différentes villes. Donc ça, c'est une très bonne solution aussi, surtout si on a un problème budgétaire. Euh,
ça, là, très clairement, là, si on parle d'éco-conduite sur l'aspect financier du coût du véhicule, là, on est au top, Ouais, parce qu'on en est vraiment à un coût à l'utilisation, donc ça, c'est génial. Le covoiturage, donc il y a même voilà, hein, des sites spécialisés qui ont pu se lancer là-dedans pour proposer cette solution et de pouvoir même gagner de l'argent grâce à ça, bien ou en tout sûr, cas rentabiliser son son volet. trajet. Et l'intermodalité, ça va être quoi en fait? Bah, ça va être d'utiliser les transports, bah, comme on disait tout à l'heure, hein, les transports en commun mis à disposition pour éviter d'utiliser son véhicule personnel. Donc en fait, c'est ce qui va permettre normalement de moins utiliser son véhicule. Alors, on en parle déjà depuis un petit moment, hein, autopartage, covoiturage, intermodalité. C'est surtout pour on utilise plus les transports mis à notre disposition pour faire des économies. Et surtout de moins polluer les villes. Après, juste pour faire un petit rebond aussi sur l'autopartage, sur le site, pour ceux qui veulent aller voir, qui n'ont pas été voir encore, Johan, par rapport à la situation qu'on vit aujourd'hui, il y avait un article qui a été fait par rapport à l'autopartage et les gestes à avoir si on autopartageait un véhicule. Que j'ai vu, Johan, qui était même très bien. Euh, donc voilà, je vous invite à aller le voir si des gens de votre entourage veulent faire de l'autopartage, même pendant le confinement, parce qu'on pour aller faire des courses ou enfin peu importe, c'est surtout le seul trajet on a le droit de faire aujourd'hui, ou pour le travail. Voilà, je vous invite à aller voir un petit peu sur l'article qui a été fait dessus pour ces gestes-là et qui est vraiment très très bien. Donc voilà, voilà un peu pour résumer un petit peu ça, autopartage, covoiturage, intermodalité. Ce qu'on aimerait arriver aujourd'hui un peu plus, c'est sur l'intermodalité, surtout en agglomération, pour pouvoir utiliser les transports qu'on nous met à disposition. Ça va être, alors, si on prend un exemple un peu plus concret, pardon, imaginons on habite à Vienne pour aller bosser à Lyon. Je pense que ça parlera à un maximum de personnes en termes de nom de ville. On va commencer par prendre le train Mmh, pour faire Vienne, Lyon, Perrache ou Pardieu. par Dieu, hein. Ensuite, on va prendre peut-être le bus pour se rendre à un autre endroit. Et imaginons, on doit aller dans les Monts d'Or. Peut-être que le plus rapide, ça sera de prendre une voiture en autopartage, par exemple. Exactement. Les Ouais. Monts d'Or, c'est dans les hauteurs de Lyon. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué d'y aller en bus, bien que je dis des bêtises parce que c'est relativement bien desservi, mais c'était pour l'exemple. Voilà. Ouais, parce que c'est plus la campagne et c'est un peu moins desservi quand même les Monts d'Or par rapport au tram, métro, c'est un peu plus compliqué. Il Mais n'y a pas de après, on peut métro. utiliser. Comment? Il n'y a pas de métro dans la campagne. Non, pas trop, non. À Chambéry, il y en a des métros. Ah, Dans, nous, il y en a plein. Nous. dans ta, mon- dans ta montagne, là-bas, dans ta montagne, ils connaissent que la trottinette. En même temps, tu me diras, c'est écologique, hein. Oh. Ah, Alors, sachant qu'il faut rappeler aussi que par rapport aux trottinettes, il y a des règles qui sont apparues et on a fait un article également là-dessus, hein, oui. que vous pouvez aller voir sur le site directement dans le blog. Sur le site, il y a plusieurs articles sur beaucoup de thèmes, hein. Vous pouvez aller voir et c'est vraiment super important. C'est très intéressant. C'est à chaque fois sur l'actualité, mais en lien avec le code de la route à chaque fois. C'est-à-dire que vous pouvez trouver des informations. Quand on a des retours en disant ouais, mais dans le livre de code, ça y est pas, ça y est pas, ben justement, on essaie de faire des articles pour combler un petit peu le manque. Donc n'hésitez pas à aller voir. Alors, pourquoi être C'est pas mal. écomobile? Alors déjà, il y a un premier aspect, c'est de fluidifier le trafic. Alors c'est tout bête, hein. C'est comme quand vous versez de l'eau dans un entonnoir, si vous versez tout doucement, toute l'eau va couler. Au plus vous en mettez, au plus ça va avoir du mal et ça va se remplir, tout simplement. Donc, au moins vous allez mettre de voitures et au moins vous allez avoir de bouchons, enfin de difficultés au niveau du trafic. Alors après, Exactement. il y a d'autres questions, hein. Il y a des questions de vitesse aussi. On voit sur autoroute, vous avez des questions d'ailleurs au code où voilà, pourquoi la vitesse est limitée à 110 en départ de vacances sur autoroute ou J'ai 90, ou compris. voilà, c'est aussi pour C'est fluidifier. c'est juste pour ça. Les distances de sécurité seront moins importantes, donc forcément beaucoup plus de véhicules dans un petit espace, tout simplement. C'est le fait aussi, c'est le phénomène d'accordéon. Il faut savoir que la plupart des bouchons
il n'y a pas forcément de véritable difficulté. Mais par exemple, on va avoir un accident de l'autre côté de l'autoroute et pour bien voir ce qui se passe, les gens vont ralentir. Donc le premier va ralentir, l'autre va ralentir plus, l'autre plus, l'autre plus, l'autre plus, et ça va créer un bouchon, un ralentissement qui peut se transformer en bouchon. Ça repart, ça s'arrête. Donc voilà, donc le petit message derrière ça, si vous passez devant un accident de l'autre côté, ralentissez pas, hein, c'est pas un spectacle hein, la plupart du temps. Hein, Et puis quand il y a un grand bouchon comme ça, en général, on se dit: «Qu'est-ce qu'il fout le premier. Ce sera un cours à faire ça aussi. Qu'est-ce qu'il fout le premier dans la file pour, ralentir autant? ouais, c'est On vrai, a très intéressant à faire ça. on a déjà parlé, bah, savoir pourquoi ça ralentit autant et comment ça se fait? Alors, il faut savoir que là où il y a le plus de pollution, ça va être justement en centre-ville. Donc, le système d'enlever des voitures, bah, bien évidemment, c'est de réduire justement cette pollution liée aux véhicules qui vont se trouver dans la ville, tout simplement. Donc, on va réduire ça, ben, on réduit le nombre, donc on réduit la pollution. Euh, et en gros, voilà, pour conclure, ça va être réduire le bruit et la pollution. Il faut savoir que certains radars fixes, alors je vais reprendre Lyon parce que c'est celui qui me vient en tête, quand vous passez devant l'agence Drive-In of Lyon, vous avez une 2 fois 4 voies, juste devant. Et à un moment, vous allez avoir un radar. Voilà, bon, la plupart du temps, je crois que tu es d'accord avec moi de dire qu'il y a des ralentissements. C'est C'est au rare de musée se de faire la choper Confiance, à en la Confluence, au musée de la Confiance, le radar 50. un peu avant, tu sais, quand tu Ouais, passes, c'est il en y, a, allant il y a direct. Fourvière. Tu passes devant et tu peux Ouais, prendre à droite pour aller à Fourvière. Ben, juste ouais, avant. ouais, celui-là, d'accord, Voilà. OK. Et celui-là, en fait, c'est pas tellement par rapport à la vitesse pure, ça va être par rapport au bruit. C'est un radar pour diminuer la vitesse des gens, mais surtout à une certaine heure de la nuit, Surtout. pour éviter le bruit, en fait. Donc voilà, ça, c'est des petites choses à rajouter et qui sont assez importantes. Euh, Autre point aussi, on a moins de véhicules. Au final, on réduit le risque d'accident. Automatiquement. Voilà, c'est quelque chose qui est relativement logique. Alors, pour continuer sur ce thème, bon là, c'est un peu caché. On va prendre un petit tableau justement où il y a des comparaisons. Alors, de comparer piéton et en voiture, bon, c'est relativement discutable, bien que si on a le temps, bah, pourquoi pas. Par contre, entre le vélo et la voiture, la plupart du temps, ce qui est intéressant de voir, ben, c'est qu'on ne va pas perdre tant de temps que ça, au final. Non. Là, on voit que sur un trajet de 1 km, on perd mais quasiment rien. Et encore, ça arrive souvent où quand je pars le matin avec la voiture, je vois donc un cycliste qui est à côté de moi, ben, souvent je vois qu'on arrive en même temps en fait. Et il aura Entre pas de les problème de fautes, stationnement, lui. entre les ralentissements, entre pas mal de choses, ben, au final voilà. Et d'autant plus que les villes travaillent beaucoup sur l'aménagement de pistes cyclables pour faciliter justement le trajet en vélo. Parce qu'on est dans cette tendance, hein, de toute façon. Il y a aussi certains vélos pliables qu'on peut mettre dans le coffre. Vous pouvez très bien vous stationner en dehors de la ville, prendre le vélo, aller au travail en vélo comme ça. Il y en a qui le font. Ouais. Alors, alors là, justement, c'est de se dire, bon, ben, quels sont les points essentiels de l'éco-conduite. Comment on va, par exemple, accélérer. Voilà. Appuyer franchement sur l'accélérateur. Jusqu'au Alors couple franchement, c'est maxi. quoi en fait? C'est brutalement, on va taper dans l'accélérateur, ça va être quoi en fait? Ouais, on va faire Artensen. Là, on va monter rapidement, en fait, au couple maxi, ce qu'on parlait tout à l'heure, hein. Monter rapidement au couple maxi de la voiture, gagner du temps, d'accord? Sans écraser forcément la pédale de frein, mais monter plus rapidement jusqu'à ce couple maxi pour pouvoir enclencher la vitesse supérieure, simplement. Alors on parlait, alors c'est 2000 tours pour voiture diesel, par contre c'est 2500 tours pour voiture Non, essence. je me suis trompé, j'ai dit 1500, mais c'est 2500, autant pour C'est moi. 2500, oui, tout à l'heure. Ouais. 2500, c'est au-dessus du diesel. J'ai dit 1500, mais c'est le Voilà, donc 2500. ça c'est le fameux couple maxi, c'est là où on optimise la consommation de carburant quand on passe les vitesses. Exactement. C'est là où notre véhicule consomme le moins. Alors maintenez une vitesse stable. Bon, ben, bien évidemment, on va éviter d'accélérer, de freiner, d'accélérer, de freiner. Si on peut maintenir la même vitesse tout le long, le moteur va moins forcer. On va jouer sur
l'énergie cinétique, justement. Mmh. Donc, c'est l'énergie qui fait avancer la voiture, c'est-à-dire la force qu'on lui a donnée, justement. C'est ce qui permet au véhicule de continuer à avancer tout seul. On aura juste légèrement à lui envoyer quelques impulsions pour que ça avance de manière stable. Autre chose, ah oui, bon, bien évidemment, on va circuler sur le rapport le plus élevé. Alors, on va éviter de rouler à 30 km/h en sixième, Là, bah, pas en sous-régime non plus, hein. voilà, parce que le sous-régime qu'on fait consommer. Donc, il faut un juste milieu, en fait, hein, tout simplement. Exactement. Mais de toute façon, on le sent par rapport à l'utilisation de notre véhicule, par rapport au bruit du moteur, on va le sentir si on est en sous-régime ou sur-régime. Donc, de toute façon, si votre véhicule commence à brouter un petit peu, automatiquement, on sera en sous-régime. Donc là, il faut passer à la vitesse inférieure. Mais il faut toujours, par rapport à la vitesse qu'on a, si habituellement, tout à l'heure, je parlais, souvent on dit troisième 50, après tout dépend du véhicule et du conducteur, là, on sera plutôt en quatrième, par exemple. Alors, il y a un autre point aussi, c'est conduisez souplement, évitez les manœuvres inutiles. En manœuvre inutile, en fait, on pourrait parler de quoi, vu qu'au final, on va pas faire demi-tour sur l'autoroute, par exemple, Non, mais en voie rapide. par exemple, quand il y a le trafic est dense, circuler sur les deux voies. Voilà, par exemple. Ça, c'est des manœuvres inutiles. Après, on va avoir des fois des personnes qui vont arriver brutalement, enfin rapidement. On va arriver euh, sur un bouchon ou sur un ralentissement et on va freiner fort. Voilà, ça fait partie des manœuvres inutiles. Pareil, quand on parlait d'anticipation tout à l'heure, quand vous lâchez votre accélération suffisamment tôt, quand vous apercevez une situation qui se passe devant vous, le fait de lâcher l'accélération, vous allez être en conso zéro. Donc à ce moment-là, on ne consomme pas. On n'utilise ni ses freins, ni ses plaquettes, ni ses disques. Et aussi, on ne consomme pas de carburant à ce moment-là. Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut faire attention. Et bien, c'est une autre façon de conduire, une façon différente. Alors après, il y a aussi un autre point, hein, c'est de ralentir progressivement, on en a parlé, hein, et lâcher à temps l'accélérateur. Mm. Euh, Encore une fois, le but, ce n'est pas de perdre du temps. Voilà. Et même s'il y a du temps de perdu, on ne va jamais perdre 20 minutes ou 30 minutes dans un trajet. Ou alors, c'est que vraiment, 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 vous l'avez cherché. Très clairement, si sur autoroute, vous roulez à 60 km/h, qui reste la vitesse minimale, hein, soit dit en passant, petit rappel. Mais vous roulez à 60 et un autre roule à 130, oui, oui, il y a des chances que vous allez arriver 2 fois moins vite. Oui, c'est sûr. Alors moi, juste petite anecdote, je me suis amusé une fois, parce que forcément, j'ai fait une formation éco-conduite, hein, j'ai été formé aussi. Je me suis amusé à me faire un challenge tous les jours, un challenge éco-conduite avec le même véhicule. Donc ce véhicule-là, c'est une Peugeot 208. Tous les jours, je faisais le même trajet, domicile-travail. Et la consommation du concessionnaire me disait 5 litres 400. Et en adoptant de l'éco-conduite, je suis redescendu à 3 litres 400. C'était énorme, énorme. Après, ça devient un amusement, on essaye de se faire un challenge. Et le fait de faire ça, après, on va changer aussi notre façon de conduire, automatiquement. Parce qu'après, ça devient naturel. Voilà, petit Il y a aparté. aussi autre chose, c'est maintenir les distances de sécurité. Alors, il y a un aspect sécuritaire, bien évidemment, parce que quand on demande de respecter les distances de sécurité, voilà, c'est pas pour rien, c'est pour permettre à notre temps de réaction d'être relativement efficace pour s'arrêter à temps. Voilà. Par contre, là, en gardant ces distances de sécurité à ce moment-là, donc la partie éco-conduite, ça va être de se dire, ben voilà, je vais pouvoir ralentir, donc c'est-à-dire relâcher et laisser faire le frein moteur pour ralentir le véhicule et non pas utiliser les plaquettes à chaque fois. C'est ça. Il y avait d'ailleurs une étude qui expliquait que les plaquettes de frein polluaient plus que le carburant sortant du pot d'échappement. Que le carburant, ouais, c'est ça. Alors, en sachant que on n'utilise pas les plaquettes tout le temps comme le moteur et donc le carburant. Donc voilà pourquoi justement c'est acceptable. Alors anticiper, donc ça on l'a dit, hein, justement, ça c'est le maître mot. Et on a un lien direct entre éco-conduite et sécurité routière.
Parce que là, on parle de l'anticipation. Et quand on parle de sécurité routière et qu'on fait des formations en entreprise, un des principaux points qu'on aborde, c'est l'anticipation, justement. Alors, réduisez la vitesse, encore une fois, ça va pas être de réduire de manière incroyable, mais rien que de faire de 130 à 120 ou 130 à 110, hein, même, on peut économiser 1 ou 2 litres au 100 relativement facilement, en fait. Enfin, moi, c'est ce que j'ai pu remarquer hein, par rapport Ah aux ouais, non, mais différents. c'est une certitude. Mis à part le carburant, les freins, les suspensions, les pneus, forcément, c'est un ensemble de choses, hein. Alors un autre point aussi, ça va être ne pas faire chauffer le moteur à l'arrêt. Donc on est en train de sortir de l'hiver, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes qui pouvaient faire chauffer leur véhicule avant de partir avec pour enlever justement tout le givre. La bonne pratique, en fait, ce n'est pas ça, c'est de gratter avec un gratte-givre. Voilà, je l'ai dit correctement. Ah, c'est un Euh, gratte-givre, ouais, c'est ça, parfait. Donc, de pouvoir utiliser un gratte-givre et de démarrer directement. Alors, pareil, la légende disant que ça va abîmer le moteur, très clairement, si vous ne montez pas dans les tours, ça ne va pas abîmer le moteur. Les ingénieurs, ils ont un peu planché sur la question en composant le moteur. Faut bien se le dire, ça, au bout d'un moment. Sur les deux Ils premiers sont là. kilomètres, il faut rouler doucement sur les 2 premiers kilomètres, le temps que votre moteur monte en régime. Hop, d'ailleurs, voilà, tu as devancé. À froid, sur les 2 premiers kilomètres, rouler en douceur. Alors, il y a une personne une fois qui m'a parlé des Formule 1 en disant qu'il les faisait chauffer avant de faire la course. C'est pas le même nombre de tours minutes. Pas trop, non. On n'est pas Et un sur moteur de l'avant. Formule 1, ça se change à chaque course. Voilà. Voilà. Donc la comparaison, bon voilà, là on est en compétition. Là, c'est pas ce qu'on cherche, hein, très clairement. Couper le moteur en cas d'arrêt prolongé. Alors, un arrêt prolongé, ça va être quoi? Si j'arrive sur un feu qui vient de passer au rouge, est-ce que je peux l'arrêter par exemple? Alors, il faut que votre arrêt dure plus de 30 secondes pour que ce soit vraiment économique. Alors, on a beaucoup de véhicules aujourd'hui enfin, tous les véhicules récents, qui sont équipés de ce qu'on appelle le start and stop. Donc, quand on a ce véhicule-là, en fait, le fait de mettre au point mort et lâcher votre embrayage, votre véhicule va se couper automatiquement. Bah, il va se mettre en veille, hein, tout simplement. Et pour redémarrer, on aura juste à appuyer sur l'embrayage et remettre la vitesse. Après, si on n'a pas de véhicule équipé de start and stop, pour vraiment faire des économies, c'est pas en arrivant dessus, on va couper le contact directement. Il faut que ce soit un arrêt de plus de 30 secondes pour que ce soit efficace. Autrement, c'est pas efficace du tout. Parce que Par le contre, fait on de, est d'accord que c'est un peu parce que le fait dangereux de, d'arriver sur un feu qui était déjà rouge et de ouais, couper le contact. voilà. Parce que le fait de redémarrer en fait le moteur, si le temps d'arrêt n'est pas supérieur à 30 secondes, on va couper, redémarrer, donc forcément consommer plus. Donc il Et faut par que contre, l'arrêt ça, dure, il faut le faire une fois qu'on a passé ces fameux 2 premiers kilomètres. Il faut laisser le temps au bien moteur sûr. de chauffer, sinon on l'abîme. Exactement, autrement on défonce le moteur. Voilà. Et utiliser raisonnablement les accessoires électriques. Donc très clairement, on va éviter de faire, de mettre un lave-linge dans la voiture, quoi. Ouais, ouais, je sais pas s'il y en a qui le font, mais bon. Moi, je m'attends à tout, hein. Voilà, lave-vaisselle, tu sais, en partant au boulot, tu as pas eu le temps de faire la vaisselle, tu mets le lave-vaisselle. Alors, en conclusion, justement sur cette partie, la conclusion elle est relativement simple, c'est que vous allez avoir des questions le jour du passage du code, de l'examen du code, donc ça c'est une chose, mais vous allez avoir ces fameux points bonus le jour du passage du permis de conduire, enfin le point bonus d'ailleurs, il y en a un. Et en sachant que certains ratent l'examen avec 19 alors qu'il fallait 20 ou 19,5, bien que ce soit pas terrible, on se dit qu'on était à un point de réussir. C'est là où il faut bien réfléchir justement. Et quand on dit que la partie théorique de la conduite représente la moitié de votre permis de conduire, c'est que si vous cumulez tout ce qui est vérification intérieure, extérieure, installation au poste de conduite, l'éco-conduite, où il y a de la théorie, mais enfin voilà, il y a de la pratique, mais c'est beaucoup de théorie à mettre en pratique, on arrive au fameux 10 points. Donc c'est vraiment important de bien connaître tout ça, même pour la suite, même pour votre permis de conduire.
On y arrive très, 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 très facilement aux 10 points et après, même en étant moyen, si, parce qu'après on sait qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres qui rentrent en compte le jour de l'examen. Mais si déjà ces choses-là, la théorie est travaillée en amont, on sait qu'on a la moitié de l'examen dans la poche. Donc la moitié de l'examen dans la poche, ça permet d'être plus rassuré après derrière en se disant: «Je maîtrise ça, je vais pouvoir maîtriser les autres événements après derrière».